Bienvenue dans cet épisode de Brain and Bullshit. C'est le 29e épisode avec toi, Jérémy. 28. 28. C'est vrai. Je pensais. C'est pourquoi. Je pensais. Je me disais, putain, on est au 28e épisode, j'ai 29 ans, et après j'ai tout confondu. Donc ouais, 28. Ce que vous savez pas, c'est que une seconde avant que j'appuie sur le bouton enregistrer, on allait vérifier le numéro de l'épisode. C'est pour ça que je l'ai corrigé direct parce que. Ouais, donc ouais, 28e épisode. Merci Jérémy pour la correction, putain. Je t'en prie, parce que c'est hyper important, ok. C'est le dernier épisode de la saison 1 de Brain and Bullshit. Et ouais. Dernier épisode, et aujourd'hui ça va être une session de questions-réponses. On a une liste de questions qu'on nous a envoyées, des questions croustillantes, des questions auxquelles on n'a jamais répondu, et aujourd'hui on va se les poser avec Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Écoute, ça va, bon, il fait chaud, mais tu sais, nous en France on n'a pas l'habitude, c'est pas comme chez vous là où il fait 55 degrés toute l'année. Alors, tu sais que j'ai regardé ce matin et il fait plus chaud en France qu'ici. Non mais je sais pas ce qui se passe dans ce pays, mais on s'est fait arnaquer vraiment jusqu'au bout, quoi. Même le climat il se fout de notre gueule, quoi. Là c'est, ouais, j'imagine que c'est hardcore, putain. Il fait combien là? Là ça commence à redescendre, mais hier il devait faire 40. Ok, donc si dans cet épisode tu dis, t'as des réponses incohérentes, on va mettre ça. C'est la déshydratation. C'est ça. Ok. Bon, du coup, je t'ai coupé la parole. Tu voulais ajouter d'autres choses? Non, écoute, tout va bien, à part qu'il fait chaud. Je suis content de faire cet épisode. Ça va me faire bizarre ensuite de faire une pause là un peu pendant l'été. Je sais pas quand est-ce qu'on reprendra, probablement courant août, ou peut-être septembre, on verra. Mais ça va nous permettre de préparer la saison 2 un peu plus sérieusement, avec plus d'invités et tout. On va faire un truc un peu cool. Et en même temps, on a quand même enchaîné quelques épisodes là. Hein. Ouais, mais clairement. Mais tu sais que ça passe super vite. Et ça va faire bizarre. Et à la fois, je pense que c'est une bonne chose pour renouveler les idées, revivre plein d'expériences et revenir avec encore plus de... Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. J'avais un peu l'impression que les 3 à 5 derniers épisodes, on tourne un peu en boucle, tu vois. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est moins choquant parce que en 40 minutes, on dit jamais tout ce qu'on sait sur un sujet. Mais nous, de reparler des mêmes sujets encore et encore et encore, alors qu'on a l'impression, même si c'est à tort, tu vois, d'avoir tout dit, ça va nous faire du bien de changer un peu d'air et de revenir avec des idées fraîches, quoi. Ouais, clairement. Je pense que c'est une bonne chose, et puis de venir avec des invités. Parce qu'effectivement, tu vois, depuis des années, on parle à des entrepreneurs et on coach des entrepreneurs qui se disent eux-mêmes, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Et toi, tu prouves par l'exemple que ça fait 10 ans que tu répètes la même chose. Les gens le savent et pourtant ils kiffent toujours autant. Mais c'est vrai que c'est toujours bizarre en fait. C'est toujours bizarre d'être dans cette situation. Ouais, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que nous, on dit factuellement la même chose jour après jour, mais en fait, tout le monde ne nous écoute pas tous les jours. Donc en fait, eux, ils ont pas cet effet de répétition que nous, on ressent. Personne ne voit tous nos contenus. Et donc en fait, tu peux te répéter pendant 100... Tony Robbins se répète depuis 40 ans. C'est ce qu'il dit aujourd'hui sur scène, c'est la même chose qu'il y a dans ses premiers livres. Et c'est la même chose qu'il faisait en conférence quand il bossait pour Jim Rohn. Ouais. Moi, la personne qui me choque le plus dans le fait de répéter, c'est un Français, c'est Franck Nicolas. Je trouve que ça a été un des premiers que j'ai suivi quand je me suis lancé dans cet univers, dev perso et tout. Ça a été un des premiers, je crois que c'était le 2e programme à plus de 2000 € que j'achetais. Et en fait, toutes ces vidéos, il dit la même chose. Et pourtant, des fois, quand je suis en down, je vais écouter une de ses vidéos, tu vois, une de temps en temps. Et en fait, même s'il dit la même chose, je suis content, tu vois. C'est le niveau d'énergie, en fait. Ouais, moi j'écoute régulièrement les intégrales de Jim Rohn, tu vois. Et pourtant, c'est très de la pensée magique à l'américaine, tu vois. Si tu penses que tu es puissant, alors tu dois te dire que tu es puissant, alors tu seras puissant. Nous, en tant que Français, tu vois, on est un peu réparbateur à ça. On a plus de 2000 ans de philosophie, tu vois. Ce dev perso tapageur à l'américaine, on n'aime pas trop ça. Et pourtant, de temps en temps, dans une phase de down, se mettre un gros coup de pied au cul avec un Américain qui te crie dessus et qui te dit tu vaux mieux que ça, c'est pas mal, en fait. Ouais, clairement. Du coup, je te propose qu'on passe à la session. Questions. Les questions. Ouais. Première question. Les qualités les plus importantes selon nous dans le marketing. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je commence. Ça va changer. D'habitude, je te laisse commencer. Vas-y. Moi, je dirais que c'est l'empathie.
je parlais à Julien Musi il y a peut-être un mois. Et tu sais, il fait que de raconter à tout le monde que je suis un bon marketeur, que je suis un très bon marketeur, quoi. Et je vais le voir en privé, je lui dis, mais arrête de dire ça. Genre, en vrai, je suis pas un bon marketeur, tu vois. Genre, moi, je me considère pas comme un bon marketeur. Mmh. Et il me dit, mais alors, qu'est-ce que t'es? Et je dis, en fait, j'ai des compétences en marketing. Je suis meilleur que beaucoup de personnes dans mes compétences en marketing. Mais aujourd'hui, je suis pas un bon marketeur parce que pour moi, un bon marketeur, c'est quelqu'un qui a cette capacité. Je l'ai, mais pas à distance. Qui a cette capacité d'empathie. Et si tu as de l'empathie, tu peux ne pas avoir de compétences en marketing, tu seras un bon marketeur. Alors que si tu ne comprends pas tes clients idéaux, même si tu as des compétences en marketing, tu seras pas un bon marketeur, tu vois. Et donc pour moi, la première chose, c'est avoir de l'empathie et pas tout le temps regarder que les chiffres, tu vois. Juste les gens, c'est pas des numéros, c'est comprendre ta cible. Et typiquement, moi, je sais que quand je suis à distance, je suis moins connecté aux gens que quand je les vois, tu vois. Je suis un bon marketeur en présentiel, mais je suis pas un bon marketeur à distance, tu vois, entre guillemets. Hyper intéressant. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'empathie. Et d'ailleurs, moi, je pense que tu vois, j'ai moins de compétences marketing que toi. Tu vois, tout ce que tu installes actuellement, tout ce que tu analyses, tout ce que tu débriefes, comment tu lis un tableau, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu es meilleur que moi là-dessus. Mais par contre, tu me fous sur n'importe quel avatar, j'arrive à rentrer dans sa tête, à comprendre ce qu'il ressent et à dire ce qu'il entend. Tu vois. Et ça, Ouais. vraiment, mais c'est pas des compétences en marketing que j'ai appris, tu vois. C'est mon chemin de vie qui a fait qu'à plein d'endroits de mon existence, j'ai dû développer cette capacité pour des raisons limites de survie. Et aujourd'hui, je les ai appliquées à cet endroit-là où ça marche particulièrement bien. Et après, bien sûr, je l'ai renforcé en lisant de la psycho, de la psychologie sociale, de la psychologie du consommateur, de la socio, tu vois, plein de choses comme ça. Mais à la base, c'est une compétence que j'ai développée. Okay, je réfléchis ce que je vois d'autre. Je pense ne pas avoir d'idées préconçues. Un bon marketeur aujourd'hui n'a pas d'idées préconçues. C'est-à-dire qu'il arrive avec curiosité et candeur vers un sujet en se disant j'en sais rien. Oh cool, qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir. Et si t'arrives avec une thèse déjà dans ta tête, tu peux que te tromper. Ouais. 100%. Parce que t'auras un putain de biais d'analyse, tu vois. T'auras un biais de sélection, t'auras un biais de confirmation, etc. Ouais. Et tu vas forcément faire des erreurs bêtes. Et je le vois des fois, tu vois, chez nos clients. Tu le vois peut-être aussi avec les tiens. Où ils sont tellement imprégnés de leur sujet qu'ils ont une thèse très arrêtée dans leur tête. Ouais. Et que moi, j'arrive, je connais rien à leur sujet, je leur dis, bah non, ça c'est faux. Mais c'est plus facile puisque, en fait, moi, leur sujet, je m'en fous. Donc, j'ai aucune émotion dessus. Donc, j'ai aucune idée préconçue dessus. Et je peux arriver avec un œil d'enfant. Je pense que ça, c'est important aussi pour être un bon marketeur. Ouais. Ouais, là, ce dernier point, il est super important. C'est est-ce que tu cherches à avoir raison, en vrai, ou est-ce que tu veux juste découvrir profondément ton marché, les besoins de tes clients et écouter ce qu'ils veulent te dire au lieu de vouloir leur dire des choses. Typiquement, quand j'avais mon business dans la confiance en soi pour les hommes, la séduction sur les nice guys, bah, les gens me disaient des choses, mais je les écoutais pas. Par exemple, ils me disaient, moi, je veux apprendre, je veux savoir quoi dire à une femme, tu vois. Et moi, je leur dis, mais c'est pas ça ton problème. En vrai, t'as un problème de confiance, tu vois, ou t'as un autre souci, mais quoi dire, c'est pas la solution. Et je les écoutais pas. Parce qu'ils peuvent pas comprendre. Tu as vu qu'ils l'ont pas expérimenté. Vu que quand ils arrivent devant une femme, ils savent pas quoi dire. Enfin, ils n'arrivent pas à s'imaginer un monde où sans apprendre quoi dire, ils sauraient quoi dire. C'est hors de leur réalité. Nous, on sait, parce qu'on a un recul différent sur ces sujets, que si t'as confiance en toi, si t'es bien dans ta peau, et si t'as bossé sur toi, sur ta psycho, sur tout ce que tu veux, ben en fait, t'as pas besoin de savoir quoi dire, ça va venir naturellement. Mais eux, ils savent pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, le bon marketeur écoute et répond aux vrais besoins de ses clients, même si c'est pas ce qu'il a envie d'apporter en premier lieu, en tout cas. Je pense. Ouais, complètement. Deuxième question. Les compétences qu'on aurait aimé développer plus tôt, et je te laisse du coup répondre sur celle-là.
Alors, je peux te donner une réponse inverse. Quelle compétence je me suis fait chier à développer pour rien? Le copywriting que j'ai appris pendant 10 ans à la main, à en pleurer. Et aujourd'hui, t'as l'IA qui fait 99% aussi bien que moi. Quelles compétences j'aurais aimé développer plus tôt? En plus, attends, juste quand tu dis à en pleurer, juste pour que les gens comprennent, c'est pas Ah non, c'est pas une façon de parler. C'est je m'engueulais avec la personne qui m'apprenait, qui me faisait recommencer. Et un jour, je suis parti en pleurant de rage et en claquant l'ordi, quoi. Enfin, genre, on va te faire foutre, quoi. Et je recopiais des trucs à la main jusqu'à avoir des ampoules au doigt. Hein. J'avais des ampoules au doigt à force de réécrire des pages de vente à la main pour imprégner mon inconscient avec les structures. Non, merci. Incroyable. Aujourd'hui, ça te servirait quoi? Juste à vendre peut-être sur scène, quoi. En live. Là où l'IA ne peut pas encore. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux faire ta presse par l'IA et juste la prendre, tu vois. Ouais. Chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Je pense parler en public, à la caméra ou des choses comme ça. Ok. Je suis extrêmement introverti, je suis extrêmement timide à la base, etc. Donc c'est un exercice qui a toujours été difficile pour moi, et c'est toujours difficile pour moi. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est difficile et je sais le faire. Et vu que je sais le faire, j'arrive à outrepasser la difficulté qui est émotionnelle. Mais ma vie aurait été plus simple si j'avais su plus tôt. C'est drôle parce que quand tu dis ça, moi je repense tout le temps à une vidéo que j'ai vue toi il y a genre 10-15 ans. Et t'avais encore des cheveux. T'étais sur un autre projet. Et en fait, quand je vois cette vidéo, toi tu me dis, mais j'étais en stress et j'étais vraiment mal. Et moi je vois la vidéo et j'ai l'impression que t'es trop fort pour parler en public déjà, tu vois. Alors que t'avais quoi? T'avais 25 ans? Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, c'était l'enfer. C'était terrible. C'est-à-dire que tu arrives bien à peut-être ne pas montrer ton stress. Les gens qui me connaissent, ils le voient immédiatement. Ok. Genre, j'ai plein de tics nerveux. Maintenant, peut-être que si tu me connais pas, tu t'en rends pas compte, je sais pas. Ouais, après, c'est sûr que c'est une vidéo aussi. J'imagine qu'on n'a pas montré les tics. Ouais, puis enfin, elle a été retournée 17 fois, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on voit pas aussi, quoi. De ouf. Ok. Et toi, compétences que tu aurais aimé apprendre plus tôt? J'aurais aimé comprendre que le marketing, c'est pas moi derrière un écran qui écrit des pages de vente avec l'image que je me fais de ce que veulent les gens. Parce que du coup, j'ai passé trop de temps à m'isoler et à être totalement déconnecté des gens pour réussir en ligne. Alors qu'en fait, la réussite en ligne, c'est être connecté aux gens. Et en ligne, c'est juste un moyen. Et si j'avais été connecté aux gens, bah, j'aurais pu comprendre qui sont les gens, quels sont leurs besoins, et juste leur faire une offre, juste leur dire comment je pouvais les aider, au lieu de vouloir écrire des pages de vente à rallonge et essayer de convaincre avec des arguments, etc. Il n'y a pas besoin de ça pour faire ça. Franchement, c'est les premiers 10-20 000 euros par mois, il n'y a pas besoin de toutes ces complications dans lesquelles je me suis amené. Ce qui a fait du coup que je suis compétent en marketing, tu vois. Mais pas un bon marketeur, tu vois. C'est bizarre. Ouais. Question suivante? Ouais. Question suivante. Les prestataires, non pas en tant que personne, mais via leurs prestations, qui nous ont apporté le plus d'un point de vue business. Est-ce qu'il y en a? Dans quelle industrie c'était? Sur quoi précisément, etc. De quoi? Des prestataires, ce qu'ils nous ont remporté? Ouais. Ouais, du coup, la première, juste pour spécifier la question, la première chose que je me pose, c'est est-ce que tu considères ton équipe comme des prestataires ou pas, déjà? Bah, ça l'était au début, ça l'est plus aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, c'est des partenaires la plupart, tu vois, plus que des prestataires. Un prestataire, c'est fait ça, point. Aujourd'hui, si tu regardes toute la team head-off chez KP, il y a que des indépendants qui ont leur entreprise et d'autres projets à côté de KP. Et je dis à personne quoi faire. Je dis quel type de résultat je veux, dans quelle direction je veux qu'on aille, et vous êtes tous complètement autonomes. Je pense que le premier, c'est Félix qui m'a appris à communiquer.
J'étais pas très fort pour ça. J'étais assez directif, pas toujours très sympa, etc. Et avec Félix, j'ai vraiment appris à soigner la relation et à mieux communiquer entre professionnels qui travaillent ensemble. Avec le respect au centre, en utilisant beaucoup la CNV, de des choses part, comme tu veux ça. dire, la relation que vous avez construite ensemble, ça t'a appris à communiquer? Ou lui t'a Ben, enseigné ça? il me l'a pas enseigné directement, mais en fait, vu qu'il faisait preuve de ça systématiquement et que lui prenait toujours du recul et qu'il était jamais... Tu sais, en fait, c'est comme si tu essayais de t'énerver sur quelqu'un qui est extrêmement calme, gentil et poli. Bon, ben, si t'es un débile, tu finis par lui en coller une, mais si t'es quelqu'un qui a 2 neurones qui se touchent, tu finis par te remettre en question, tu vois. Parce qu'il te renvoie ce que tu n'es pas et ce que tu pourrais être. Et si toi t'es en train de t'énerver et que la personne elle dit oui, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement énervant, c'est un véritable problème, et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse à la place? Bah, ça désamorce ta colère, tu vois. Enfin, pourquoi est-ce que je suis en train de m'énerver déjà, moi? Attends. Il est en train de me dire qu'il est d'accord avec moi, qu'on va trouver une solution. Pourquoi est-ce que je suis énervé? Et donc, en fait, à force qu'il y ait des occurrences comme ça, tu te rends compte que t'as plus besoin de t'énerver. Ouais. Et que t'as jamais eu besoin, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, c'était une question, il y a peut-être 6-7 ans en arrière, que je me souviens quand tu avais ton ancien associé. Je vous avais posé la question, mais est-ce que vous vous êtes déjà engueulé? Parce que pour moi, c'était dans ma réalité de s'engueuler de temps en temps, tu vois, de d'hausser le ton et de se bouder et tout. Aujourd'hui, ça arrive plus du tout dans ma vie, mais à l'époque, tu vois, genre, je me disais, mais genre, c'est quoi le type de relation business que les gens construisent en fait? Est-ce qu'ils s'engueulent? Et en fait, la réponse était non, on s'est jamais engueulé. Parce qu'on est des grands machins, on n'a jamais haussé le ton en fait. Non, Et mais c'est surtout que il y avait pas. On avait une relation d'abord professionnelle qui avait embrayé sur autre chose, tu vois. Avec mes amis d'enfance, avec ma femme, avec mes parents, je m'engueule des fois. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, tu vois, qui viennent prendre le pas sur la logique. Et donc, en fait, des fois, bah, tu fais pas exprès, hein, c'est inutile, ça sert à rien, des fois, ça déborde, quoi. Et ensuite, t'apprends à te réconcilier. Mais s'engueuler avec des partenaires business, je sais pas. Peut-être que j'ai jamais été associé sur des projets assez gros pour qu'on en vienne là, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, non, ça m'est pas arrivé. donc, il y a Félix. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont apporté d'un point de vue business? Tous les gens aujourd'hui qui sont la C-level team de KP m'ont apporté. Il y a toi, il y a Rachid, il y a Baptiste, Simon, Marie. On a tous fait progresser, tu vois. Chaque personne que je considère assez forte dans ce qu'elle fait pour venir travailler au plus proche de moi quotidiennement, c'est que j'estime que j'ai des choses à en apprendre. T'as beaucoup plus de sang-froid que moi. Simon est beaucoup plus calme. Ouais, je suis pas sûr. Peut-être que t'as pas autant de sang-froid que ce que tu montres, mais t'en as toujours plus que moi, tu vois. Si tu veux, donc toutes les personnes avec qui j'ai collaboré de façon extrêmement proche m'ont appris des choses en fait. Et est-ce qu'il y a des prestataires avec qui tu as collaboré pour une mission ponctuelle, donc des prestataires et pas partenaires, qui t'ont apporté d'un point de vue business? Non, pas tellement. Ils viennent régler un problème technico-technique et ils repartent, tu vois. Donc, Ok. Ouais, moi c'est pareil de mon côté. En fait, les gens qui nous enfin, je vais parler pour moi, mais les gens qui m'apportent le plus, c'est aussi des gens avec qui il y a une certaine forme d'amitié qui se met en place et qui m'apportent sur le plan humain de manière générale, pas que business en fait. je suis d'accord avec toi. Ouais, je deviens un meilleur humain, tu vois. Je deviens un meilleur humain. Et je trouve que le fait de travailler avec des gens, ça fait moins peur que quand on est seul. Et je trouve que l'aventure est plus belle quand elle est partagée, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi, clairement. C'est pas fun de bosser tout seul au bout d'un moment. Ouais. Ouais. Et puis on va, je pense, ça peut paraître cliché ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va plus loin quand on est plusieurs. Oui, probablement. Pour ma part, je sais que j'ai moins peur. Je sais pas, genre, j'ai plus de courage en fait. C'est Ça intéressant. dépasse ma petite personne. Je pense que ça dépend des gens. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde rêve de la première billion-dollar compagnie qui aurait été fait 100% avec de l'IA. Je suis fan de la prouesse technique, hein, mais je trouve ça chiant. Quel est l'intérêt?
Question suivante. Yes. Quelles sont les choses hors business qui vous ont aidé le plus à développer votre business? Peut-être le sport, la thérapie ou je sais pas quoi d'autre. Le network, la thérapie, le sport. Le sport apprend la résilience quand même. Surtout moi je fais toujours des sports de débile, tu vois. Donc de la course à pied, de l'ultra trail, du power, enfin des trucs, des trucs où en fait ça fait mal très 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 longtemps et tu progresses très 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 doucement. Donc en termes de sport, je fais plutôt des sports je fais pas des sports intensifs. Je vais pas faire de boxe, enfin j'en fais plus. Des trucs où tu te fais mal 3 minutes et ça finit, tu vois, entre guillemets. Je fais toujours plutôt fait des sports longs. Mais sinon, ouais, la thérapie et le networking. Le networking, attention, pas aller à des soirées réseau et donner des cartes de visite. Hein. Networking, genre se constituer un réseau intéressant de gens que tu peux solliciter quand tu as une question. Ouais, je vois. Et du coup, c'est des personnes hors business, ton network? Les deux. J'ai des personnes du business et j'ai des personnes hors business. Mes amis d'enfance font pas du tout les mêmes métiers que nous. J'en ai un qui est dans la finance, j'en ai un qui est dans l'événementiel, j'en ai un qui a des business physiques, des franchises, des trucs comme ça. Okay. Des gens dans l'IMO. Donc c'est pas forcément des gens de... Et puis après, j'ai tous les gens avec qui je suis devenu proche avec les années business, tu vois, et qui font exactement les mêmes métiers que nous et avec qui je m'entends bien aussi. Mais le sujet, c'est surtout, est-ce que peu importe le domaine de ta vie, t'as quelqu'un à appeler quand t'as une question? Ouais. Moi, le seul truc qui me manque, c'est qu'il faut que je me fasse plus de copains médecins que j'ai en ligne directe sur WhatsApp quand j'ai besoin d'un rendez-vous d'une ordonnance. Viens à Dubaï. Ouais, je sais que vous, c'est assez facile ce genre de truc. Ouais. En France, c'est plus compliqué. Alors déjà parce que nos généralistes aiment pas trop être pris pour un supermarché du Doliprane. Ça les fait un peu chier. Et ils ont moins puis le temps aussi de prendre chaque patient, de le considérer. Ouais, mais plus que ça, je pense que le souci, c'est pas les médecins, c'est comment ils sont formés, tu vois. C'est le truc, c'est Hunger Games dès la première année. Faut pas s'étonner, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. Ça favorise pas le meilleur médecin. Ça favorise le meilleur apprenant qui a écrasé tous les autres. Je suis pas sûr que ce soit des qualités qui font de bons tout bib après, mais bon, ça c'est un autre sujet, quoi. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Et toi? Moi, du coup, c'est les choses hors business qui m'ont aidé le plus. Je dirais que c'est premièrement, c'est le sport, mais pas n'importe quel sport. Je dirais le CrossFit. Le CrossFit, parce qu'il faut se dépasser et puis t'es en compétition avec les autres. Du coup, ça me reconnecte à cette part de moi qui est compétitive, mais qui dans le business, je la développe pas trop. Et deux, le surf, parce que l'océan est toujours plus fort que toi. Tu maîtrises rien. T'es une allumette dans l'eau. T'es un cure-dent. Enfin, tu te fais balader et ça t'apprend la patience, le calme, l'humilité. Et puis c'est pas toi qui décides s'il y a une vague qui vient. S'il y a une vague qui vient, tu peux la surfer. Le moment est éphémère. Et ça t'apprend en fait que même si la vague est éphémère et que tu sais que tu vas la surfer 10 secondes, bah pendant ces 10 secondes, tu kiffes, tu vois. Et tu sais, et t'as confiance que il y en a d'autres qui vont arriver, tu vois. Et si tu la loupes, c'est pas grave. Et tu vois, dans le business, il y a plein de parallèles qu'on peut faire, quoi. Moi qui suis un psy obsédé du contrôle, l'idée même du surf, tu vois, c'est si tu veux être sûr que je fasse une crise de panique et que je passe une mauvaise journée, c'est tu me mets dans un truc où je suis nul à chier, qui nécessite une des aptitudes que j'ai le moins, l'équilibre, qui nécessite de la patience, j'ai pas, de la souplesse, j'ai pas, et alors quand je te dis j'ai pas, c'est autant physique que mental. Et en plus de ça, tu ne décides de rien. Ouais. Et des fois, tu vas attendre pendant 3 heures sans raison au milieu d'autres Pékins qui font comme toi. Je sais qu'il y a plein de gens que j'estime beaucoup qui adorent ça, donc visiblement ils y trouvent quelque chose que je comprends pas. Mais alors putain, moi rien que l'idée, achevez-moi quoi. Ouais, c'est sûr que
on y trouve quelque chose qui est difficile à décrire avec des mots en fait. Et puis ça convient pas à tout le monde. Mais je sais que par exemple moi quand je suis dans l'eau, que l'eau elle est calme, genre c'est plat, il y a pas de vent, il y a rien. Tu sais c'est un peu comme t'as l'impression d'être dans GTA, tu vois. Tu sais il y a les reflets et tout. Et puis des fois t'es avec il y a des dauphins qui passent le matin et t'es juste paisible et tu penses à rien, tu vois. Et ça aide dans le business de fou en fait. Parce que tu pars énervé et tu reviens, t'es calme et t'es paisible et t'as de la gratitude pour ta vie, quoi. J'ai ça en montagne, moi. Tu vois, à côté de ça, moi, je suis le genre de débile qui met le réveil à 4h du matin, qui à 5h30, je suis en bas de la montagne et qui va y passer toute la journée, tu vois. Ouais. Ouais, mais ça... D'ailleurs, j'étais en call avec Anthony Morvan la semaine dernière. Et je lui dis que je suis à Dubaï et je lui raconte un peu. Il me dit, moi, je pourrais pas. Moi, je vais marcher tous les jours, 2 heures en montagne et tout. Il vient d'acheter une maison à la montagne. Enfin, ouais, je sais, maison. Ouais. Il peut sortir, quoi. Pas comme à Dubaï. Donc, ça m'étonne pas que vous soyez potes de montagne aussi. Et on a fait une ou deux randos ensemble en plus. 2. On en a fait une en Alsace et on a fait une au Pays Basque, si je dis pas de bêtises, c'était sympa. Ouais, donc chacun son truc. Donc ouais, moi il y a le CrossFit, il y a le surf et il y a quoi d'autre en dehors? Je dirais les coachs qui m'ont accompagné sur le long, sur la route, tu vois, les mentors. C'est pas forcément des mentors que j'ai payés, tu vois, ça dépend de mes besoins, mais des fois, toi, tu vas me mentorer sur un truc. Quand j'ai besoin d'un soutien, des fois, ça va être d'autres personnes. Et puis ça va être aussi, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas du tout dans le business. Et ça, je trouve que ça m'apporte beaucoup dans le business d'avoir des personnes hors business. Par exemple, mes potes de surf, on parle jamais business. Pourtant, c'est des gens qui font 50, 60 000 par mois pour certains, et on parle pas business. C'est pas notre sujet, c'est notre délire. Et je trouve ça cool aussi des fois de parler d'autres choses. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je suis moins obsédé que toi sur du business, je pense. Donc, moi, je suis un peu toqué. Mais par contre, tu vois, tu peux me parler de ta franchise de plomberie et de son système d'acquisition et d'affiliation. Tu peux me parler de ça pendant 4 heures, ça m'intéresse aussi, tu vois. Ouais, moi aussi. Tout business m'intéresse, en fait. Ouais. Et comment il est construit, et quels sont les pricing, et tu vois, enfin, c'est le sujet du business. Pour moi, c'est un jeu de Lego géant. Et en fait, n'importe qui joue au Lego, même s'il construit pas les mêmes trucs que moi, m'intéresse. Ouais. C'est là où j'ai plus de mal, c'est quand quelqu'un arrive en disant ouais, non, les Lego ça sert à rien dans la vie. Ok, on va pas avoir beaucoup de sujets de conversation toi et moi. Visiblement, tu es un hippie. Ouais. Bah typiquement, tu vois, genre je suis allé à l'hôpital là, à Dubaï et putain, je rentre et en fait je vois comment on est traité, je vois comment ils nous emmènent vers d'autres soins pour faire des tests complémentaires et tout. Et là tout de suite dans ma tête, je pense business, tu vois, je regarde leur plaquette, la LTV de l'hôpital. Les upsells, les cross-sells et tout, je me dis putain, ils sont vraiment forts quoi, ils sont vraiment forts. Et c'est sûr que c'est trop kiffant ce jeu. C'est le meilleur jeu. Et je me disais même, en vrai, là je suis dans le business en ligne, mais je pourrais être dans n'importe quoi. En fait, ça ferait kiffer. Juste, on connaît peut-être pas d'autres industries, mais on kifferait tout autant. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Seul truc, c'est que ça va peut-être aller en confrontation avec la valeur liberté, quoi. Selon les autres trucs. Autre question, quelles sont les autres personnes qui ont un marketing qui vous impressionne et pourquoi? Ça peut être sur le marché américain. Par exemple, j'ai vu le tunnel de X, ça m'a mis une claque. Je réfléchis. J'aime bien ce que fait Cody Sanchez. Je trouve que le positionnement de marché est brillant. On est sur oui, j'étais chez Goldman Sachs, le M&A, c'est ce que je connais le mieux, mais j'ai décidé de revenir à des choses simples de l'américain moyen avec des boring business, avec des laveries, des machins, des trucs. Tu as t'as Oussama Ammar et son associé, c'est Allison, qui sont en train de monter un truc qui ressemble un peu sur le boring business, racheter des petits business comme ça, etc. T'as Delphine Pinon de Richissime qui fait aussi un truc. Ce truc de on est une nation de boomers qui arrive pas à transmettre. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces boîtes? Eh ben, ces boîtes, pour beaucoup, elles tournent déjà toutes seules. En fait, faut juste un dirigeant visionnaire avec un peu de cash ou pas.
comment est-ce qu'on les transmet, etc. Et toute l'industrie autour de ça, tous les gens qui dépoussièrent ça, parce que le milieu des banques privées, tous ces trucs, c'est pas mon délire. Tous les gens qui essaient de dépoussiérer ça, je trouve ça intéressant. Et après, il y en a qui le font plus ou moins bien. Il y en a qui sont là pour faire connaître du grand public et qui vont faire de la formation mass market. Il y en a qui sont des putains de techniciens. C'est comme tout, tu vois. Il y a des gens qui ouvrent un marché et puis ensuite, il y a les spécialistes derrière, tu vois. Je pense pas que les gens qui ouvrent un marché, il y a beaucoup de leurs clients qui vont effectivement racheter des boîtes. Mais ça fait découvrir le truc à énormément de gens et ça repopularise l'industrie. Et derrière, les spécialistes, ils vont pouvoir faire leur boulot correctement. De la même façon qu'il y a très peu de gens qui arrivent chez nous parce qu'ils viennent de découvrir le business en ligne grâce à nous, tu vois. Mais des gens qui ont déjà testé des trucs, qui ont vu que c'était pas si simple et qui ensuite veulent bosser avec des spécialistes, ils arrivent chez nous, ces gens-là. Moi, donc, toute cette industrie des boring business, je la trouve très élégante et très intéressante. Je voudrais pas y travailler pour autant, hein, c'est pas mon truc, c'est pas mes compétences, etc. Mais j'aime bien regarder. Ok, intéressant. Ça me fait penser au positionnement d'un autre Américain. Je me souviens plus de son nom, mais il a eu une pub qui tourne et c'est Don't buy a business, Don't start a business, buy an existing business. Et après, il a eu c'est celui avec le gros nez rouge là. Ouais. Roland Frasier. Ouais, exactement. Merci. Et ça a été repompé allègrement sur le marché français, mot pour mot. Ouais. Comme beaucoup de choses. Et justement, ce gars, je trouve que j'aime bien son positionnement. Pour rebondir sur ce que tu disais, après je te donnerai moi mon avis sur les choses qui m'impressionnent. Mais j'aime bien son positionnement parce que sa mission, entre guillemets, c'est de dire il y a énormément de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, des business owners, et qui ont monté des beaux business et qui n'ont aucun repreneur et qui du coup doivent continuer à travailler et ils peuvent pas partir à la retraite et tout. Et vous arrivez, vous les achetez, vous leur faites du bien, vous leur rendez un service et vous empochez aussi quelque chose. Mais c'est surtout que si t'es bon dans ces trucs-là, la thèse business de beaucoup de gens, c'est de faire ce qu'on appelle un roll-up. Je crois que le terme c'est ça, hein, je suis pas sûr, il me semble. En gros, c'est de te dire une agence ads à 1 million vaut 2 ou 3 fois son EBITDA. Et les chiffres là que je donne, je les invente complètement, hein, c'est juste pour l'exemple. Hein. Mais une agence à 10 millions se valorise 12 fois son EBITDA. Donc en fait, tu achètes 10 agences à 1 million et tu les mets ensemble. Et instantanément, à la revente, tu viens de faire x4 sans rien changer. Parce qu'en changeant de sphère, tu changes de multiple. Alors là, les chiffres que j'ai donnés sont extrêmement simplistes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est très élégant, j'aime bien. Ouais, moi j'adore sur le principe. En fait, je kiffe parce que je kiffe analyser ça, mais je serais pas prêt à faire les sacrifices et tout qu'il faut pour le faire. Non, ça a l'air chiant. J'ai pas envie de le faire non plus. Ouais. Sinon, moi perso, en termes de business, de choses qui m'impressionnent, c'est plus, je dirais pas qu'il y a de business ou de positionnement qui m'impressionne, tu vois, j'ai moins la vision globale que toi, tu pourrais analyser GMI. Moi, j'ai plus la vision micro que macro. Et il y a des petites choses dans un tunnel qui vont m'impressionner. Par exemple, je vais regarder une VSL et je vais dire, waouh, putain, les 30 premières secondes, elles sont trop bien et tout. Je veux reprendre. Ça m'impressionne, tu vois. Mais après, en termes de. Après, ouais, est-ce que j'ai pas vraiment de tunnel où je me dis, waouh, c'est incroyable. Juste, je sais, après avoir analysé énormément de business, que sur le marché américain, il y a la moitié des business où je comprends pas comment ils arrivent à avoir des coûts par call à 50 €. Il y a des choses que j'arrive pas à expliquer, tu vois. Le marché est énorme, il y a aussi beaucoup de concurrence, mais tout le monde dit qu'ils ont des coûts par call élevés, mais il y a certains business où ils ont des coûts par call vraiment très faibles, et leurs chiffres sont meilleurs que nous en France, tu vois. Enfin, tu vois, c'est très spécifique, c'est pour ça que c'est si difficile à donner. Je pense que c'est plus facile d'être inspiré par du macro que par du micro, tu vois. Et vu que toi, tu es sur des ajustements techniques un peu partout, c'est typiquement quand je dis toujours comment est-ce qu'on a x2, qu'est-ce qu'on a craqué, non, on était 1% meilleur partout, ben, c'est toi qui allais chercher 1% à plein d'endroits différents. C'est pas inspirant, tu vois.
C'est mieux. Bon, bah, il a trouvé comment faire ce 1% là précisément mieux que moi. Super, je vais apprendre. C'est pas inspirant, tu vois. Enfin, tu reconnais une compétence supérieure ou une façon de faire meilleure. Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est inspirant, tu vois. Ouais. Mais ouais, du coup, vu que j'ai moins cette analyse macro, en vrai, il y a peu de choses qui m'inspirent vraiment, tu vois. Je trouve que les choses qui m'inspirent, je les mets en application et basta, quoi. Comme quand, par exemple, on avait fait le quiz funnel et après, tu m'avais envoyé un screenshot avec comme quoi des Américains commençaient à le mettre en place 6 mois plus tard, tu vois. Bon, bah Les voilà. Français sont pas toujours en retard, surtout. Je tiens à le dire pour notre audience. Alors, les Américains sont quand même en général plus en avance que nous, mais ça veut rien dire. Des fois, il y a une bonne idée, elle va venir d'Inde, de Chine, d'Amérique du Sud, du Canada. On sait jamais. Il y a des bons marketeurs partout. Oui, au global, il y a les meilleurs aux États-Unis, mais une bonne idée peut venir de n'importe où. Et après, il y a aussi des Français qui expliquent que c'est eux qui ont inspiré les Américains. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. C'est quand même assez incroyable. Mais désolé, je suis taquin, désolé. Ouais, parce que évidemment, il y a des choses qu'on sait et qu'on voit et dont on peut pas parler, mais ça restera entre nous. Ok, autre question. Si vous ne deviez faire plus qu'une seule chose dans le business, qu'est-ce que vous feriez? Des vidéos. Sérieux? Ok, putain, j'aurais pas dit ça pour toi. J'avais déjà une idée de ce que je te verrais faire, tu vois, mais... C'est le plus gros levier. C'est là où t'as le plus de levier, en fait. C'est pas ce que je préfère faire, hein. Mais c'est là où t'as le plus gros levier. Ok. Et si je fais plus qu'un truc, je veux le plus gros effet de levier, hein. C'est le seul endroit où, pour l'instant, je ne suis pas remplaçable. Ouais, pour l'instant, ouais. Toi, tu pensais que j'allais dire quoi? Je pensais que t'allais dire... réunir des équipes et les faire travailler ensemble pour réaliser une vision. Genre, juste toi, tu réunis des équipes, tu mets des fonds et tu kiffes en ayant plein de visions et tout. J'aime bien être le starter des business quand même, tu vois, et amener les équipes après. Ok. Je ferai difficilement confiance à une équipe pour faire le 0 à 1. Parce que c'est pas si simple que ça. En fait, tu prends aujourd'hui la C-level team de KP. Donc que des gens que j'estime extrêmement brillants et parmi les meilleurs en France sur leur sujet. Et quand je dis en France, je suis poli. Pourtant, tu vois, si je recommence un truc from scratch, je fais quand même moi-même le 0 à 1 tout seul et je vous le passe ensuite. Parce que ce qui fait que vous êtes bon pour faire 1 à 100, c'est précisément l'opposé de ce qu'il faut faire de 0 à 1, tu vois. Ouais, clairement. Il y a des scalers, il y a des starters, c'est pas le même métier. Ouais. Ouais. Ok. Donc tu ferais des vidéos et si tu devais recommencer, tu ferais le 0 à 1. Ok. Ouais. Genre, je teste un truc, ça marche, allez, scale-le. Je teste un truc, non, ça c'est nul, poubelle. Je teste un autre truc, ça c'est nul, poubelle. Un autre truc, ça marche, scale-le. Ainsi de suite, tu vois. Ouais, ok. Et donc, tu testerais, si tu devais faire qu'une seule chose, tu testerais. Tester des trucs toute la journée et tester des angles et des accroches et des messages. Ouais. En vidéo. Okay. Ouais, en vrai, c'est kiffant. En fait, ça peut être désespérant quand t'es au 20e test et ça marche pas, mais c'est kiffant quand t'es au 3e et que ça commence à marcher, tu vois. Le Mastermind Fast and Slow aujourd'hui, qui est un des meilleurs produits en France sur son sujet, on a mis 18 mois à le développer, 24 mois. D'essais-erreurs. Il y a eu 3 formes avant, dont certaines qu'on a carrément remboursé les gens. Tu vois, enfin. Ouais, et c'est pareil pour le Mastermind Wherever, où ça fait plus d'1 an que je le développe. Ça fait un moment que tu bosses dessus, que tu testes des trucs. Hein. Et que tu testes des angles et que tu te demandes pour qui c'est exactement. C'est-à-dire, dès le départ, tu avais une thèse de je veux transmettre cette compétence à ces personnes sous ce format, mais ensuite trouver les bonnes personnes, trouver le bon message, trouver le bon angle, trouver le bon système d'acquisition, trouver le bon système de recommandation. Ça t'a pris 1 an facile. Hein, ouais, même plus. Hein. 1 an et 1 an où du coup, bah, t'es moins bien payé que après, quoi. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. Au début, t'es pas assez payé pour ce que tu bosses. Ensuite, t'es payé à la juste valeur de ce que tu bosses. Et à la fin, t'es trop payé pour ce que tu bosses. Ouais. Ouais. Moi, si je devais faire une seule chose, qu'est-ce que je ferais? Je pense que si vraiment je devais faire qu'une seule chose, je passerais ma journée à analyser des business.
En fait, j'aurais genre peut-être une agence de veille. Je ferais de la veille en fait. Moi, c'est ça que je fais tout le temps en fait. C'est hyper intéressant, tu vois, et je pense que pour quelqu'un qui veut arriver dans une industrie de zéro, ce serait ultra fort. Mais tu vois, par exemple, tu prends des business établis, les choses changent pas assez vite pour que ça vaille la peine de, tu vois. C'est toi, tu fais de la veille, mais parce que ça t'éclate et que t'as un besoin obsessionnel de savoir et que t'aimes trop ça, etc. Mais en vrai, si on t'enlève 90% de ta veille, t'es aussi bon. Oui. Mais si, en fait, je critique, mais je suis pareil. Hein. Je mate des vidéos toute la journée pour découvrir 99% de trucs que je sais déjà hein, et qui sont inutiles. Mais au cas où. Mais moi, je pense que si je devais faire qu'une seule chose, je serais ultra pauvre en fait. C'est tout. C'est une bonne réponse. De manière générale, hein, faire un seul truc. On n'est pas Steve Jobs, quoi. Ouais. En fait, au début, c'est vrai que vu que je savais des choses, quand j'ai commencé à bosser avec des partenaires et tout, c'était un putain d'atout de savoir des choses, d'avoir accès à de l'information parce que je savais des choses, tu vois. Mais au fur et à mesure, avec le temps, bon bah après t'as l'argent t'as l'argent et puis quand les gens savent autant de choses que toi parce qu'ils sont dans des masterminds et tout ça, bon bah ça a moins de valeur, tu vois. Mais ça me fait kiffer. La valeur de l'information que tu détenais quand t'es arrivé dans Capé la première fois, c'était stratosphérique, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, toi et moi, on a le même niveau d'info. C'est juste que toi, t'as un meilleur niveau d'implémentation, d'analyse technique, etc. que moi. Mais c'est rare que toi ou moi, on arrive l'un vers l'autre avec une idée que l'autre n'avait pas vue, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense en fait, nos complémentarités, c'est que toi, t'as peut-être plus de granularité sur l'analyse macro et moi, j'ai plus de granularité sur l'analyse micro. 100%. 100%. Et l'un ne marche pas sans l'autre, à long terme. Ouais, clairement. Si, bon ça, là, en fait, ensuite, il nous reste 2 questions. Vas-y. Est-ce qu'il y a une qualité qu'on vous a reproché au début, mais qui aujourd'hui s'avère être un atout pour la société? Pour la société, l'entreprise ou la société, le monde? L'entreprise, je pense. Oh, vas-y, bah viens, on répond aux deux. Du coup. Toutes mes qualités et mes défauts utiles pour la boîte le sont toujours et on me les reproche pas. Par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement obsessionnel, d'extrêmement peu fonctionnel sur beaucoup de sujets. J'ai un déni de réalité profond et j'ai genre vraiment très souvent une vision altérée du réel, tu vois. Des grandes discussions avec ma femme quand je lui dis non mais tu te rends compte il s'est passé ça, ça, ça. Elle me dit mais Jérémy mais pas du tout quoi. Genre vraiment c'est mon cerveau il fait du déni de réalité régulièrement quoi. Et tous ces trucs là qui font de moi un bon entrepreneur à bien des égards font de moi un mauvais humain, tu vois. Un mauvais humain c'est pas le bon terme mais un humain compliqué au quotidien dans une société normale. J'ai réussi à créer un environnement pour lequel je suis extrêmement bien câblé, mais je suis extrêmement mal câblé pour tout le reste. J'ai une grande capacité d'adaptation, donc j'arrive très 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 bien à faire semblant. Si personne me voit jamais plus de 3 heures, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est à peu près la limite où je peux faire semblant avant d'avoir à aller me cacher pour me reposer. Donc je sais très bien donner le change. Je suis pas du tout fonctionnel, tu vois. J'ai le degré j'ai la capacité d'attention d'une huître. Ce qui m'intéresse trop, ce qui m'intéresse pas m'intéresse vraiment pas. Je suis pas capable de faire semblant et d'écouter. Je suis ultra obsessionnel. Je suis ultra têtu. Tu vois, je suis et je le dis avec beaucoup d'humilité. Tu vois, je suis pas un humain simple au quotidien. Ce qui fait de moi un bon entrepreneur, souvent, mais un humain pas simple au quotidien. Ouais, ça me fait penser à beaucoup d'entrepreneurs qui sont brillants, mais qui sont perçus comme... bon, je veux pas faire l'association, c'est pas le cas, mais tu sais, qui sont aussi tyranniques ou qui sont ultra difficiles, tu vois. Mais bien sûr. Moi, il y a un truc... je démarre vite. Tu vois, quand je pète un plomb, je démarre vite. Alors, je précise quand même, tu vois, j'ai jamais de toute mon existence levé la main sur quelqu'un sans devoir me défendre. Jamais, 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 jamais. Par contre, gueuler sur des gens, ça m'est arrivé très régulièrement, tu vois. Ça m'arrive aussi très régulièrement de m'énerver contre des objets, tu vois.
C'est pas le truc dont je suis le plus fier, j'en ai même plutôt honte parce que je trouve ça extrêmement ridicule pour un homme de près de 40 ans, marié, enfant, machin, etc., qui pète des trucs parce qu'il est vénère. C'est vraiment pas un truc dont je suis fier. Et il y a pas longtemps, je suis un mastermind entrepreneur et je parle de ça, tu vois, en disant, ah non, putain, ça, etc. Et ils me regardent tous en mode, ah ouais, non, mais des fois, les objets, ils l'ont cherché, hein. Il faut bien se défouler sur quelque chose. Je suis pas, non, il faudrait pas, mais ça me rassure de savoir que je suis pas le seul, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a plus de gens qui font. Ouais, après, peut-être dans ma sphère, hein, mais je pense que les objets prennent cher, en fait, de manière générale, tu vois. Ouais, mais du moment que ça se transfère jamais sur les humains, c'est pas très grave. Ouais, ça va. Ouais. Ok. Au pire, ben, t'as pété un truc, tu répares, tu rachètes, c'est ton problème, tu vas assumer ta connerie, t'es passé pour un gros con débile, tu vas assumer ta connerie, du moment que physiquement tu fais jamais de mal à personne, à la rigueur, c'est pas très grave. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, les gens ont la perception que je suis l'opposé de ça, tu vois. Mais la vérité, c'est que si je suis l'opposé de ça, c'est que j'ai été hystérique et incontrôlable et toute mon enfance. C'est-à-dire que je tapais, bref, je ne contrôlais pas ma colère et mes émotions. Et en fait, je sais pas, genre, j'ai eu plusieurs déclics, ce qui fait que je suis passé tellement à l'opposé que maintenant, peu importe ce qui se passe, ma réaction, genre, à la seconde, c'est je suis figé, je fais rien. Donc, t'as l'impression que je suis calme, tu vois. Mais en vrai, non. C'est juste que c'est une réaction qui est extrême inverse. Ce qui n'est pas forcément le mieux non plus, tu vois. Typiquement, on a été inondés. Megan, elle panique et tout, elle court et elle tombe parce qu'il y avait énormément d'eau. Et elle se pète le coude. Et moi, genre, je suis là, je marche tranquille, mais c'est pas la bonne réaction non plus, tu vois. Parce que dépêche-toi, quoi. Fais un truc. Donc, il y a un juste milieu, tu vois. Mais j'aimerais juste que, si on déroule la question sous un autre angle, c'est est-ce que toi, il y a quelque chose qui était néfaste au début de la boîte et qui aujourd'hui est... Non. Il y a des trucs qui, non, je pense pas. Mais il y a des trucs qui cassent les couilles à tout le monde au début, qui cassent toujours les couilles à tout le monde aujourd'hui, et qui pourtant est bon pour l'entreprise. Il y a trop d'endroits où je suis contrôle fric. Contrôle fric, je micromanage pas les gens. Hein. Mais il y a une demi-virgule qui déconne dans la boîte. Mais vraiment une demi-virgule, hein, une mouche qui vole pas dans la bonne direction. Je suis le premier à le voir. Tout de suite. Il y a jamais rien qui se passe de déconnant sans que je sois le premier de l'entreprise au courant. Et je fais pas exprès. Hein. Je fais pas exprès. Je pense que ça vient de mon éducation. Mon père est comme ça. Mon père, il rentrait dans une pièce et il voyait qu'il y avait un tout petit bout de Lego sous une chaise. Il pouvait te reconstituer la scène de ce qui s'était passé, tu vois. Et j'ai récupéré ça aussi. C'est pas du tout agréable. Ça fait chier tout le monde. Parce qu'en gros, si tu fais une mini connerie, je la vois avant toi. Donc t'as même pas le temps de la corriger que je l'ai vue. C'est insupportable pour plein de gens. C'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Mais ouais. Ok, c'est intéressant. Non, après, non, c'est pas vrai. Pour la première fois depuis très 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 longtemps, il y a pas longtemps, là, il y a une connerie qui a été faite sur un truc parce qu'on avait mal communiqué, toi et moi. Et je m'en étais pas encore rendu compte que t'es venu vers moi, tu m'as dit, alors Jérémy, il s'est passé ça, c'était une connerie, voici pourquoi elle est arrivée, voici ce que j'ai fait pour qu'il y ait pas de problème, voici comment ne plus la refaire à partir de maintenant. Et moi, du coup, ben, j'ai lu ça, j'ai fait, ok, tu vois, genre, d'accord. Ouais, mais la plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. Tu vois, la plupart du temps, c'est moi qui capte tout et c'est insupportable pour les gens et c'est insupportable pour moi. Bah en fait, ce qui est chiant dans ce genre de truc, c'est que t'as pas le temps de réparer ta connerie, que du coup t'es sur le fait comme un con, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est plus agréable de pouvoir la réparer et tout faire avant que tu sois au courant. Toi, je suis bientôt en vacances. Vous allez pouvoir faire toutes les conneries que vous voulez. Je veux pas savoir. J'ai pas pris de vacances depuis 1 an. Là, je regarde pas. Vous avez qu'à tout casser. Je veux pas savoir. Normalement, ça devrait aller. Non, a priori, vous avez survécu à mon congé paternité. Ouais. Ça peut pas être pire. On va voir. On verra. On fera un épisode à la rentrée. Ouais. Dernière question. Alors, attends, je la retrouve. Tu me l'as envoyé sur WhatsApp, c'est un screen. Ouais. Le marketing subtil va-t-il battre un jour le marketing bourrin? Non. Je suis 100% d'accord.
Pas du Non, tout. jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Déjà parce que 99% de la population n'est pas subtile. En plus, si c'est subtil, t'as la moitié de l'audience qui comprendra pas. C'est vraiment cette blague que je faisais aux clients à l'époque, je sais pas si t'étais là quand je la faisais, c'est Jérémy débile, si Jérémy pas comprendre, Jérémy pas acheter. Ouais. Et pareil. En fait, juste le consommateur face à une publicité. Et quand je dis publicité, c'est organique, ads, paid, on s'en fout, tu vois. Mais face à quelqu'un qui veut te vendre une idée, le cerveau est extrêmement feignant. Et c'est comme ça qu'il a survécu toutes ces années d'ailleurs. Hein. Sinon, l'humain n'existerait pas. Il a besoin de prendre des raccourcis qu'on appelle des biais cognitifs. Et en fait, si t'arrives pas à me faire passer ton truc en une fraction de seconde parce que t'as été trop subtil, si pas nouveau, ignorer. Si pas dangereux, ignorer. Si pas intéressant, ignorer. Si compliqué, ignorer. Ouais. Il y a une étude qui a été faite dans les années 80 sur le direct response marketing et le marketing plus tradi. Et en fait, quand tu fais une offre directe, donc bourrin, tu vois, tu fais une offre directement dans pub vers offre ton produit, ça convertit, ton coût d'acquisition est 10 fois moins important que si tu fais du marketing subtil où tu vas d'abord essayer de parler de quelque chose, puis ensuite faire une offre. Ouais, mais c'est tous les trucs subtils, on a essayé, nous. C'est ça, on a vu que... Donc, ouais. je donne toujours le même exemple pour ça. C'est les gens, ils veulent tous un métier qui a de l'impact, surtout dans le coaching, tu vois, et dans la thérapie et tout. Donc on a changé toutes nos communications, on a dit impact, on n'avait plus aucun client. Ensuite, on leur dit l'argent c'est important pour vous. Ils ont dit non, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'impact. Faut gagner 10 000 euros par mois avec le coaching. Et hop, on a eu plein de clients. Ouais, l'impact, ok, j'ai compris quel genre d'impact vous vouliez. Tellement. Ça, putain, en vrai, c'est une putain de leçon. Et je pense que tout le monde devrait en fait essayer de voir dans ses clients qu'est-ce que les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui les fait se bouger, quoi. Et faire du marketing par rapport à ce qui fait se bouger les gens, pas par rapport à ce qu'ils disent, quoi. Ouais, complètement. Mais globalement, en fait, qu'est-ce que les gens veulent acheter? Les 7 péchés capitaux. Voilà, c'est tout. Si c'est pas dans les 7 péchés capitaux, c'est pas ça qu'ils veulent. J'avais cette discussion justement avec Megan. On était au resto, tu vois, et c'est un putain de resto avec vue mer à Dubaï et tout. Et à l'entrée, j'ai jamais vu ça, mais l'entrée sur le parking, j'ai même pas vu ça à Cannes ni à Monaco, mais il y a que des Rolls-Royce, des Bentley, des Ferrari et tout, et c'était magnifique, tu vois, avec la vue mer. Et là, on voit, il y a que des gens qui ont masse d'argent, que des milliardaires, j'imagine. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui drive les hommes, tu vois, et qu'est-ce qui drive les femmes? Et les hommes, je sais, tu vois, la plupart des hommes sont drivés par quoi? Argent, adrénaline, pouvoir. femme. T'as dit quoi? Pouvoir? Le pouvoir. Pouvoir, ouais. Et attention, c'est pernicieux, tu vois, parce que ça peut prendre plein de formes différentes. Beaucoup d'hommes qui sont dans le coaching et la thérapie te disent que tout ça, ça les intéresse pas. Mais en fait, leur ego est nourri également dans le care, tu vois. En fait, c'est toujours l'ego qui est nourri. Et des gens qui se sont vraiment détachés de l'ego, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. 100%. Et qu'est-ce qui drive plus les femmes? Parce que ils sont pas drivés par les mêmes choses, tu vois. Bon, déjà de manière générale, vaut mieux demander aux femmes ou les observer sans leur demander parce que franchement, j'ai pas su répondre à la question. Ça dépend. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'âge, ça dépend du pays, ça dépend du style de vie, ça dépend si c'est une personne qui a déjà des enfants, qui en a pas encore, qui en veut pas. Je pense, et je dis ça en marchant sur des œufs, tu vois, parce que le sujet n'est pas si simple, que les désirs et aspirations des femmes sont nettement moins grossiers et vulgaires que ceux des hommes. Les hommes, c'est boire, bouffer, baiser, argent, pouvoir. Alors bien sûr, tu vois, non, tous les hommes sont pas comme ça. Oui, il y a des nuances. Oui, il y en a, ils ont un peu plus de quotient émotionnel que ça, etc. Mais au fond, du fond, c'est quand même toujours un peu ça qu'on vient chercher.
la femme va y avoir la famille, le besoin de connexion, le besoin de sécurité, le besoin de liberté, le besoin d'épanouissement, la connexion émotionnelle. Tu vois, c'est des trucs où ça va être plus dur de revenir à la base de ce qu'il y a derrière. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et pour conclure l'épisode, tout ça pour dire en fait que on ne connaît jamais assez notre avatar et faut regarder ce que font les gens pour pouvoir vraiment les comprendre et pas juste écouter ce qu'ils disent. Est-ce que, Jérémy, tu veux conclure cet épisode, ce dernier épisode de la saison 1, ce 28e épisode? Est-ce que tu veux le conclure sur une phrase, sur une leçon de tous ces épisodes qu'on a eu ensemble? Et si oui, quoi? C'est pas facile. Comment est-ce qu'on résume 28 épisodes en une phrase? Ouais. Tout le monde est capable de scaler. Peu importe l'humain que vous êtes, parce que c'est juste des compétences métiers. Ça demandera un peu de sang-froid et ça demandera aussi d'avoir un peu d'aide. Franchement, c'est un bon résumé. Straight to the point. Eh ben, merci. Merci à toi. Pour cette saison et on se retrouve à la saison 2. Merci à tous toutes les personnes de nous avoir écoutés et à bientôt. Et à très vite. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quel est l'épisode de la saison 1 que vous avez préféré. Moi, je veux savoir. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.